Le conclave d'affaires Inde-Afrique s'ouvre ce soir à New Delhi, en Inde. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan conduit la délégation ivoirienne. Les performances des entreprises dans le cadre de la lutte contre le chômage au centre d'une étude en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Cameroun. Le pape François a célébré sa première grande messe à Rome ce matin devant des milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Ce communiqué officiel, tout d'abord, le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, porte à la connaissance des populations ivoiriennes que la visite officielle en Côte d'Ivoire de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Royaume du Maroc, initialement prévue les 18 et 19 mars 2013, est reportée au mardi 19 mars 2013. Par ailleurs, le dîner gala offert en son honneur par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, se tiendra également le mardi 19 mars 2013 à 20 h à l'Hôtel Ivoire. Le reste du programme reste inchangé. En conséquence, la Direction générale du protocole d'État invite, mesdames et messieurs, les présidents des institutions, les ministres et les autorités administratives, politiques, ainsi que les populations du district d'Abidjan et la communauté marocaine à réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte le mardi 19 mars 2013 à 13 h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La mise en place est fixée à 12h30. Nous y reviendrons. Donc, à l'invitation du président Alassane Ouattara, le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, va effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire le mardi 19 mars. Avant cette visite, notre reporter Francis Boifo est allé à la rencontre de la communauté marocaine résidente en Côte d'Ivoire. Comment vit-elle? Est-elle réellement intégrée? Dans quel secteur d'activité exercent ces Marocains? Des éléments de réponse dans ce reportage. La communauté marocaine vivant en Côte d'Ivoire, c'est plus de 3000 personnes, une centaine de commerçants et une vingtaine d'entreprises exerçant dans plusieurs secteurs, notamment le textile, la restauration, le mobilier, l'immobilier, l'industrie, la finance et le commerce. Malgré la crise et tout, mais on arrive à s'en sortir. Moi, j'encourage les investisseurs étrangers de venir en Côte d'Ivoire. C'est une terre bénie par Dieu. La Côte d'Ivoire, c'est une terre d'accueil. Selon El Amdouni Abdelila, le président de la Chambre de commerce marocaine en Côte d'Ivoire, la présence des entreprises marocaines dans le pays remonte dans les années 60. Nous pouvons estimer à des milliers d'emplois créés. C'est des emplois à haute valeur ajoutée, puisque 95% des travailleurs sont ivoiriennes. Je dois féliciter la Côte d'Ivoire de la confiance qu'il donne à ces entreprises et qui encourage leur installation dans le pays. Sur le plan social, les Marocains disent vivre en bonne intelligence avec les Ivoiriens. Et je suis fier d'être en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens sont nos frères, ils nous estiment et c'est réciproque. Ça fait 5 ans que je suis en Côte d'Ivoire, je faisais le commerce. Bon, je vois que ça marche très bien. Je n'ai pas imaginé que je dois rester 5 ans, mais comme j'ai aimé, c'est la raison pour laquelle je suis ici jusqu'à maintenant. L'on retrouve les Marocains sur toute l'étendue du territoire national, particulièrement dans les communes d'Adjamé, Plateau et Trècheville, à cause de la densité des échanges commerciaux. C'est ce dimanche soir que s'ouvre à New Delhi, en Inde, le 9e conclave d'affaires Inde-Afrique. La rencontre qui voit la participation du chef du gouvernement ivoirien ainsi que de plusieurs membres du gouvernement devrait permettre un renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Sur place, notre envoyé spécial Alexis Ouedraogo. Ce soir que s'est ouvert ici au Taj Palace Hotel à New Delhi en Inde, le 9e conclave des affaires Inde-Afrique. La rencontre entend renforcer la coopération économique entre l'Inde et le continent africain. La Côte d'Ivoire y est présente. Sa délégation est conduite par le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, ainsi que plusieurs ministres. Ce matin, ils ont d'ailleurs pu se rendre compte des avancées en matière d'infrastructures dans le pays. Ils ont visité plusieurs sites touristiques. L'une des choses sur lesquelles le gouvernement ivoirien entend renforcer aussi la coopération avec l'Inde, celui des médicaments génériques où l'Inde connaît des avancées incroyables. Il
faut noter que près de 40 pays africains sont attendus à cette rencontre qui devrait fermer ses portes mercredi. En attendant, pour cet après-midi, un panel s'est tenu. Il a réuni les hommes d'affaires indiens et africains. Il s'est agi de leadership à l'indienne, une invitation au continent africain pour qu'il saisisse son développement. Le président de l'UMP, Jean-François Copé, a échangé avec les membres du RDR et du PDCI-RDA. Le but est de raffermir les liens d'amitié entre l'Union pour un mouvement populaire, le Rassemblement des Républicains et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, afin d'étendre et de partager leurs expériences. Reportage Patricia Oumou-Etia. Les relations fraternelles et amicales qui unissent l'Union pour un mouvement populaire UMP et le Rassemblement des Républicains RDR se concrétisent par la visite d'amitié de Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP. Les responsables des deux partis ont échangé sur plusieurs aspects, notamment le renforcement de capacités des cadres, des femmes et de la jeunesse, selon le secrétaire général du RDR. Vision que partage le secrétaire général de l'UMP. L'UMP et le RDR ont conclu une convention de partenariat et au même titre que Amadou était venu à Paris pour signer ce partenariat, je m'étais engagé auprès de lui à venir ici, au siège du RDR, pour concrétiser ce partenariat. Et nous avons décidé tout à l'heure ensemble de fédérer les partis de droite et de centre-droit en Afrique francophone qui pourrait, avec l'UMP, avoir une réflexion conjointe sur l'avenir du continent africain. Rencontre conviviale qui a pris fin par les échanges de cadeaux. Au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Jean-François Copé a été reçu par les membres du bureau politique. J'ai souhaité rencontrer les partis politiques, le RDR, et puis le PDCI, voilà. Et donc nous avons eu des échanges très fructueux et très utiles pour nos deux familles politiques. Le secrétaire général de l'Union pour un mouvement populaire, Jean-François Copé, a également rencontré les membres de l'UMP vivant en Côte d'Ivoire. Voilà, le secrétaire général de l'UMP, parti de la droite française, a séjourné pendant 48 heures à Abidjan dans le cadre d'une visite de travail avec les autorités et les partis politiques ivoiriens, partenaires de l'UMP. Jean-François Copé a rencontré hier samedi les militants de son parti qui résident en Côte d'Ivoire. Au centre de leurs échanges, la vie de leur parti et notamment la reconquête du pouvoir. Léon Brou pour les détails. Un seul défi à relever selon le président de l'UMP, Union pour un mouvement populaire, la victoire aux élections municipales et régionales prochaines en France. François Copé a expliqué aux militants et sympathisants la stratégie pour le retour de l'UMP au pouvoir, non sans avoir tiré des leçons de la défaite de son parti à l'élection présidentielle. La crise interne née des élections à l'UMP a été également abordée. L'UMP effectivement a connu une période difficile, mais je veux vraiment vous le dire parce que c'est la vérité, cette période est derrière nous. Encore une fois, je le répète, nous avons trouvé un accord qui nous permet de travailler ensemble. Il n'y a pas eu un seul couac depuis 3 mois, d'ailleurs vous l'avez vu, pas un éclat de voix. La demande du président aux militants de Côte d'Ivoire d'accompagner l'UMP pour sa victoire n'est pas restée sans suite. Chaque membre, chaque Français binational qui vit en Côte d'Ivoire a de la famille en général en France. Et donc le travail qui doit être fait à Abidjan, c'est de convaincre la famille qui est restée en France ou la famille qui vit en France de voter pour. La rencontre avec les militants et sympathisants de l'UMP, une occasion pour le président de justifier le soutien de l'UMP au pouvoir en place en ce qui concerne des sujets d'intérêt commun, notamment l'intervention militaire française au Mali. Je vous donne lecture de ce communiqué de la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante, CEI, a achevé ce jour, 17 mars 2013, l'examen des dossiers de candidature aux élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 21 avril 2013. À l'issue de ces travaux, les résultats ci-après ont été obtenus. Élection de conseillers régionaux, liste de candidatures reçues 84, liste de candidatures rejetées 0, liste de candidatures validées 84. Élection des conseillers municipaux, liste de candidatures reçues 676, liste de candidatures rejetées 17.
Liste de candidatures validée 659. La Commission électorale indépendante CEI transmet dès ce jour à la Chambre administrative de la Cour suprême la liste des candidatures ci-dessus énoncées. Les partis et groupements politiques ainsi que les candidats sont invités à consulter les listes de candidatures validées, ainsi que celles qui ne l'ont pas été, dans les locaux du siège de la Commission électorale indépendante CEI, 6 au boulevard La Trie, Carrefour Duncan, route du Zoo, résidence Angois, ainsi que sur le site de la CEI, www.ceici.org. C'est signé du président de la CEI, Youssouf Bakayoko. Comment, à travers les performances, les entreprises peuvent-elles contribuer de façon durable à la réduction du chômage? Cette problématique était au cœur d'une étude. Cette étude, qui va durer 2 ans, prend en compte des entreprises de Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Cameroun. Les précisions de Noël Niagno. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, 3 pays de l'Afrique subsaharienne, 3 dénominateurs communs, ils sont tous francophones, ils ont une monnaie commune, le franc CFA, ils sont tous frappés par un chômage endémique des jeunes. Et pourtant, ils sont les plus productifs des zones UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, et CEMAC, Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Que faire? Comment le faire pour rendre les entreprises de ces États plus performantes en vue de régler de façon durable le problème du chômage des jeunes? Une piste de solution, le programme Croissance pour tous 2011-2016 du CRDI, Centre de recherche et de développement international. C'est trouver des solutions pour que la croissance économique dans les pays en développement et en Afrique en particulier bénéficie à tout le monde à travers la création d'emplois et des emplois qui sont bien payés. Or, nous savons que dans le contexte de nos États, les États n'ont plus les moyens d'avoir une fonction publique pléthorique. Donc, c'est l'entreprise et donc le secteur privé qui peut, n'est-ce pas, prendre le relais de créer des emplois, de bons emplois, qui puissent permettre aux citoyens ordinaires de vivre une vie satisfaisante. Dans cette optique, une recherche est lancée pour établir des liens entre le capital humain, les aptitudes de gestion des dirigeants, les normes sociales et l'utilisation des TIC, nouvelles technologies de l'information, et la performance des entreprises. Dans le concret, voici ce que cela recouvre. Si on s'intéresse aux normes sociales, ce qui doit primer, c'est la performance, c'est-à-dire que les capacités intrinsèques de l'individu. Les TIC, en fait, ici, je voudrais voir si un manager qui utilise ces techniques-là, est-ce qu'il est vraiment, il prend des décisions qui permettent à l'entreprise d'être performant. La troisième donnée, c'est les capacités managériales. Et donc, nous voudrons voir comment ces aptitudes de l'entrepreneur à gérer là, peuvent influencer les résultats réalisés par ces entreprises-là. L'étude va durer 2 ans pour un coût de 150 millions de francs CFA financé par le CRDI. 3 équipes de chercheurs sont mises en contribution. Une en Côte d'Ivoire dirigée par le Dr Aouré Alban, directeur de la CAPEC, celui d'analyse des politiques économiques du CIRES. Au Sénégal, ce sera l'affaire du Dr Diéné Mbaye de l'université Cheikh Anta Diop. Au Cameroun, l'équipe sera dirigée par le professeur Chameni Nemba Célestin de l'université de Yaoundé. L'administration des douanes ivoiriennes forme ses agents. Ces derniers ont vu leur capacité renforcée sur la valeur en douane. La valeur en douane est une composante incontournable dans la procédure de dédouanement. Et cette formation vise à améliorer les performances des agents des douanes. Landry Ponou pour les explications. Comment contribuer au renforcement de la compétitivité de l'économie ivoirienne afin de faciliter son insertion dans l'économie régionale et mondiale? À cette question, l'administration des douanes répond renforcement des capacités de ses agents. Des formations sont donc initiées et la dernière en date a porté sur la valeur en douane. Il nous faut renforcer les capacités de l'administration des douanes dans le cadre de la facilitation des échanges. Et faciliter les échanges, cela veut dire dédouaner certes plus vite, mais dédouaner mieux en sécurisant les recettes de l'État de Côte d'Ivoire à travers l'administration des douanes. Comment accélérer le processus de dédouanement et en même temps sécuriser les recettes douanières? Voilà donc l'équation de l'administration des douanes. Et c'est sur ces aspects que nous intervenons. Ce séminaire a abordé tout le cadre théorique. Il a aussi eu l'occasion de revenir sur des exercices pratiques et des ateliers qui ont permis à l'ensemble des participants, je pense, d'avoir des instruments importants
dans le cadre de leur travail et surtout agir en temps réel et rapide pour prendre des décisions à l'occasion de l'évaluation des marchandises. Élément déterminant des procédures de dédouanement, la valeur en douane garantit les intérêts du trésor public. La célérité des opérations réduirait également les charges des usagers des services des douanes. La prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre constituent une réelle préoccupation pour les forces de défense et de sécurité. Des éléments des FRC, de la gendarmerie, de la police et des forces paramilitaires ont vu leurs capacités renforcées à Yamoussoukro afin de lutter efficacement contre ce fléau. Reportage Soro Corona et Diarasuba Larsen. La rencontre de Yamoussoukro vient donc à son heure pour renforcer les capacités des armuriers sur l'entreposage et l'enregistrement des armes et munitions. Tel est l'objectif du séminaire initié par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, Comnat ALPC. 30 armuriers issus des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des forces paramilitaires ont participé à cette formation. Durant 2 jours, ils ont reçu les techniques de stockage, d'enregistrement et de traçabilité des armes et munitions. Les armes, aujourd'hui, qu'on voit dans les rues, certes, il y en a qui sont sortis dans les séjours, mais une réalité aussi, c'est que nos sites de stockage ont été éprouvés. Les armes ont été volées dans les armureries. Il a été aussi question d'expliquer la convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, former les armuriers sur la différence entre les armes légères et les armes de petit calibre. Il faut connaître l'arme. Celui qui utilise l'arme doit savoir comment ranger une arme, savoir comment enregistrer une arme. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre a collecté 1891 armes de toutes catégories, 1950 grenades et 326 000 munitions. Cependant, beaucoup reste encore à faire. On parle de toute autre chose, la téléphonie mobile qui fait maintenant partie de notre quotidien, mais ils sont nombreux les utilisateurs qui se plaignent des services proposés. L'Agence des télécommunications a décidé de sévir. Son directeur général a dit avec fermeté qu'il entend veiller à la qualité des services de téléphonie mobile. Nous vous proposons un extrait de l'entretien qu'il a accordé à la rédaction. La TCI veille au bon fonctionnement du réseau. Nous ne restons pas muets, nous y travaillons depuis longtemps, mais c'est pour la première fois qu'on communique, on rend public lorsque nous intervenons. Parce que d'abord, nous avons 3 types de contrôles que nous faisons régulièrement. D'abord, des contrôles mensuels par rapport à des extractions de données que nous prenons chez les opérateurs. Ensuite, des contrôles semestriels et puis les contrôles de conformité du réseau par rapport aux antennes qui sont dans tout Abidjan. Et qu'est-ce qui se passe après lorsque vous épinglez des opérateurs de téléphonie mobile? Lorsque nous trouvons qu'un opérateur est défaillant, nous lui appliquons une pénalité, donc des sanctions. Mais les sanctions étaient très peu dissuasives par le passé. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de la pénalité? Vous en avez de 300 000, 500 000 et millions. C'est insignifiant? C'est insignifiant. Ah. Et maintenant, nous allons aller vers des chiffres plus importants qui vont aller jusqu'à 3% du chiffre d'affaires de l'année N-1. Voilà, vous venez d'écouter le directeur général de l'Agence des télécommunications de Côte d'Ivoire. Une vingtaine de femmes leaders de coopératives agricoles des zones de production et productrices de café cacao ont été célébrées mercredi dernier par la directrice générale du Conseil du café et du cacao, Mme Touré Lilsé Massandjé. Au cours de cette cérémonie d'hommage, ces braves femmes du monde rural ont reçu du matériel agricole et des pagnes. Au chapitre santé, le diabète n'est plus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire, mais un problème de développement. L'Association des diabétiques de Côte d'Ivoire préconise la prévention. Elle a organisé une campagne de dépistage gratuit de planteurs à Dabou. Compte rendu, Thérèse Deboué. En Côte d'Ivoire, plus de 36 000 personnes sont déclarées diabétiques. Le diabète n'est plus un problème de santé publique, mais un problème de développement. Pour freiner l'avancée de cette maladie, la prévention s'impose à tous. D'où la nécessité de faire un dépistage précoce. L'AODC, engagée dans l'amélioration des soins aux diabétiques, vient d'accompagner dans ce sens une centrale d'achat de caoutchouc basée à Dabou
Dans la campagne de sensibilisation des planteurs de viaculture et leurs familles à Lopou, dans la sous-préfecture de Dabo. Au total, une centaine de planteurs et leurs familles ont été dépistés gratuitement. Les responsables de la structure organisatrice de cette séance de dépistage veulent ainsi préserver leurs travailleurs des maladies métaboliques, notamment le diabète, l'hypertension artérielle et d'obésité. Parlons maintenant des branchements électriques anarchiques, un réel danger pour les populations. À Bouaké, le phénomène prend de l'ampleur car de nombreuses maisons sont alimentées grâce à ce type de branchement qui ne répond pas aux normes, au mépris. Les risques que comporte cette pratique avec Kader Savadogo et Charles Tatou. Bouaké, capitale de la région de Bouaké, connaît une démographie galopante. Cette situation entraîne l'extension de nombreux quartiers, notamment Dar es Salaam, Belleville, Aouniassou et Air France. Toutefois, la viabilité sur ces sites populeux reste à désirer. Le cas de l'électrification est édifiant avec la prolifération des branchements électriques anarchiques. On lance un cri de vraiment au gouvernement de nous aider vraiment pour pouvoir faire le courant dans nos quartiers. Les fils là même déjà, plusieurs fois ça fait des coups-circuits. Il y a eu mort de personnes sur ce problème-là. Face à cette situation, la réaction du directeur régional de la compagnie ivoirienne de l'électricité de Bouaké. Ce phénomène avant la crise, il n'était pas aussi développé. Ce sont des branchements qui ne sont pas dans les normes au niveau de la CIE. Si vous avez dû constater, les comptages de ces branchements, il y a certains qui viennent à la CIE pour demander un branchement, mais après on se rend compte que le branchement, ça n'appartient pas à la maison et que le branchement, il est pris pour aller à des centaines de mètres. Les risques liés au branchement électrique anarchique sont nombreux. Les populations, à l'image de ces enfants qui jouent à proximité des fils électriques, sont exposées en permanence au danger, d'où l'appel du premier responsable de la CIE de Bouaké. Ces branchements anarchiques peuvent être source d'électrocution, source d'électrisation aussi. C'est-à-dire une personne peut recevoir un choc électrique, la personne ne meurt pas, mais la personne garde des séquelles. Mais ces branchements anarchiques aussi sont source d'incendie. Au niveau des branchements anarchiques, j'invite les personnes concernées de venir à la CIE. On est disponible, on est ouvert à toute négociation. Vivement que des mesures idoines soient prises par les services compétents en vue de créer des conditions de viabilité dans les quartiers de Bouaké en pleine extension. Il y va du bien-être des populations. Une étude sur la gestion des conflits a été réalisée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire d'août à septembre 2012. Objectif, amener les populations de cette partie de la Côte d'Ivoire à proposer les voies de sortie de crise et de réconciliation. Le rapport de cette étude a été restitué récemment en présence des représentants du système des Nations Unies et du gouvernement. Voici ce qu'il faut retenir avec Mamadou Kouassi. Durant 5 mois, une étude a été menée dans la région du Cavalier du Guémont. Objectif, créer une culture du dialogue et inciter la population à proposer leur propre stratégie de gestion des conflits dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Effectuée sur la base d'un échantillon de 300 personnes de différentes couches sociales et ethniques, l'étude est l'œuvre de l'Alliance internationale pour la consolidation de la paix, Interpeace. Ces actions spécifiques devraient permettre de comprendre le diagnostic que fait la population de la violence cyclique dans la région, de réunir les appréciations des initiatives entreprises par le passé pour adresser la violence, de réunir le domaine d'appui et les pistes d'action à considérer pour des solutions durables et consensuelles, d'offrir une expérience d'écoute et de dialogue participatif. Cette étude recommande entre autres l'encouragement du dialogue participatif, la déconstruction du sentiment d'auto-victimisation, la sécurisation des droits fonciers et la création d'alternatives économiques. En réceptionnant le rapport de cette étude, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a dit l'engagement du gouvernement. Il s'agit de créer un climat de confiance entre les différents peuples pour participer à la construction de la nouvelle Côte d'Ivoire. Le gouvernement a engagé un ambitieux programme de redressement économique et social qui amènera le pays sur la voie d'une croissance durable et de création d'emplois, en particulier pour les jeunes et les couches les plus vulnérables. Vous conviendrez avec moi qu'un tel programme ne peut être réalisé sans un environnement de paix durable.
Les résultats de cette étude seront appliqués sur toute la partie ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà, cette étude sur la gestion des conflits a été réalisée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire d'août à décembre 2012. Une autre étude, cette fois, sur l'impact de la crise post-électorale vient de s'achever. Une initiative de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Ce diagnostic est assorti de recommandations pour une sortie de crise réussie. Cette étude révèle que la crise a impacté plusieurs domaines, notamment celui de la religion. Léon Brou. Au sein de ma paroisse, il y a eu des mésententes, des incompris. Ça a créé beaucoup de tensions, il ne faut pas négliger cela. Le témoignage de cette fidèle rappelle la crise de foi, l'incertitude ou le balbutiement qui se sont emparés des religieux, chrétiens et musulmans du fait de la crise post-électorale. Cette influence de la crise sur la religion, les chefs religieux l'ont également constaté. Pour eux, c'est le fait des dysfonctionnements des plateformes religieuses. Avons-nous recommandé qu'il y ait dynamisation ou redynamisation de ces plateformes qui doivent servir d'un peu d'outils méthodologiques en matière de contact, en matière de réflexion et autres, de telle manière que l'espace religieux continue de jouer ce rôle de formation du peuple de Dieu, de conscientisation. En plus de la redynamisation des plateformes religieuses, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, propose un enseignement spirituel basé sur le vivre ensemble. Autre domaine impacté par la crise selon les académiciens, la cohésion sociale, l'éducation, l'économie et notamment l'économie informelle. Des recommandations pour réformer ces secteurs de la société ivoirienne sont donc adressées aux décideurs nationaux. Il s'agit pour l'ASCAD de contribuer à une sortie de crise réussie en Côte d'Ivoire. Religion toujours, l'association Notre-Dame du Salut, organisme catholique de promotion de la foi, en collaboration avec la présidence de la République et le district d'Abidjan, a organisé du 2 au 13 mars dernier un pèlerinage en terre sainte d'Israël. Chantal Akanda. Galilée, Nazareth, Bethléem, Jéricho et Jérusalem, des lieux saints visités par des chrétiens ivoiriens pour fortifier leur foi en ce mois de carême. C'est une initiative de l'association chrétienne Notre-Dame de Salut. Fait marquant de ce pèlerinage, des messages mettant l'accent sur la vie de Jésus. Occasion pour le guide spirituel d'inviter les chrétiens à s'approprier la parole de Dieu. Que chaque chrétien puisse revivre ces choses-là et faire le chemin de croix. Là où Jésus lui-même a porté la croix jusqu'au Saint-Sépulcre, je pense que si nous avons la grâce de vivre ces choses, ce serait pour nous un regain de foi. Le pèlerinage sur les pas du Christ en Terre Sainte est pour les pèlerins un témoignage vivant qui leur permet de retenir que le salut n'est pas seulement attaché à un lieu, mais réside également dans la personne même du Christ. Tous les lieux saints qu'on a visités, en même temps qu'on les visitait, c'est comme si on se retrouvait à l'époque parce que le prêtre prenait une lecture qui était adaptée à la période et à la circonstance. J'ai beaucoup tiré de ce pèlerinage et j'ai senti que le Christ m'a accueilli chez lui. Et donc tout ce que je faisais, je vivais plus en esprit qu'en chair. Ça fait 3 fois que je viens en Israël et je me rends compte que la conversion, ce n'est pas une affaire d'un jour. C'est chaque fois qu'il faut se convertir, chaque jour qu'il faut se convertir. Pour l'association chrétienne Notre-Dame de Salut, il est temps pour les pèlerins de véhiculer le message de Dieu dans leurs églises respectives et dans leurs entourages. Il est question que nous fassions en sorte que les uns et les autres s'approprient le message de Christ, le message de la Terre Sainte, de sorte à aller contaminer tous les Ivoiriens qui n'ont pas compris que le vrai chrétien, c'est celui qui vit pour son frère. Du sud au nord de la Terre Sainte, les œuvres de Dieu ont été contemplées pour enrichir la vie du chrétien. Aujourd'hui, avec le retour des pèlerins, leur terre natale devient aussi une terre sainte. Au Kenya, Raila Odinga, le candidat malheureux à l'élection présidentielle du 4 mars dernier, a déposé un recours devant la Cour suprême pour contester les résultats de cette élection où il a été battu par le candidat Uhuru Kenyatta au premier tour. Raila Odinga crie à la fraude. La Cour suprême dispose de 2 semaines
pour trancher. Et puis au Vatican, le pape François a dit sa première messe devant des centaines de milliers de fidèles. Regardez. Premier angélus du pape François au Vatican. Le nouveau chef de l'Église catholique a été ovationné par près de 150 000 fidèles massés place Saint-Pierre et dans les rues alentours. Lors de son discours, il a insisté sur l'importance de la miséricorde et a appelé les fidèles à prier pour lui. Plus tôt dans la matinée, le pape François a créé l'événement en se prêtant à un long et chaleureux bain de foule après avoir célébré une messe dans une église du Vatican. Voilà, je vous redonne lecture de ce communiqué officiel du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance des populations ivoiriennes que la visite officielle en Côte d'Ivoire de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Royaume du Maroc, initialement prévue les 18 et 19 mars 2013, est reportée au mardi 19 mars 2013. Par ailleurs, le dîner gala offert en son honneur par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, se tiendra également le mardi 19 mars 2013 à 20 h à l'Hôtel Ivoire. Le reste du programme reste inchangé. En conséquence, la Direction générale du protocole d'État invite, mesdames et messieurs, les présidents des institutions, les ministres et les autorités administratives, politiques, ainsi que les populations du district d'Abidjan et la communauté marocaine a réservé un accueil chaleureux à l'illustre hôte le mardi 19 mars 2013 à 13 h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La fin de la mise en place est fixée à 12h30. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur RTI 1 et à très bientôt.